Vous écoutez France Culture. Bon. Bonjour, au sommaire de cette édition du Bien commun, la chronique de Sébastien Miller qui a pour titre « Qu'est-ce qu'un jeu vidéo pour le droit ?», que vous retrouverez en fin d'émission. Dans le dossier, nous traiterons de la prise en compte de la parole de l'enfant par la justice, mais avant, comme chaque mardi, l'agenda d'Harold Épineuse. Bonjour Harold. Bonjour Antoine. Et bonjour à tous. Dans l'agenda cette semaine, 2 colloques, l'un à Limoges, l'autre à Lille, et une série documentaire sur Arte à 22h20 chaque vendredi soir et jusqu'au 23 octobre. Le premier colloque de la semaine, c'est pour demain mercredi et après-demain jeudi. Colloque qui a pour titre « Droit d'enquêter, droit des enquêtés ». Mais ne nous méprenons pas, il ne s'agit pas, pour une fois, d'une réflexion sur l'enquête pénale, ni d'imaginer, par exemple, ce que serait une procédure sans juge d'instruction. Non, les organisateurs nous proposent là un objet original qui plonge au cœur de la méthodologie des sciences sociales. Et cet objet consiste à identifier le cadre juridique qui s'impose au travail des chercheurs, les droits et devoirs que peuvent faire valoir les chercheurs, je cite là les organisateurs du colloque, face à une judiciarisation croissante des rapports sociaux qui pourrait menacer à terme leur autonomie. Fin de citation. Et ces organisateurs de poursuivre en donnant cet exemple de quelques chercheurs d'universités américaines faisant signer à leurs enquêtés des questionnaires attestant du caractère non violent des questions posées. Un colloque à Limoges, organisé par l'Université de Limoges, où il sera d'abord question de contraintes, droit à l'image, respect de la vie privée, travail avec des populations protégées comme les mineurs, problèmes posés par la construction de bases de données, actions en diffamation contre des chercheurs. Le panorama pourrait être sombre si l'on ne prenait pas la peine de contrer ce mouvement en organisant de nouvelles régulations d'ordre éthique, déontologique, ainsi qu'un véritable droit à l'enquête en sciences sociales. Tout cela est bien sûr au programme du colloque. Coordonnées, renseignements sur notre site Internet, mais aussi sur un blog créé pour l'occasion à l'adresse http://droitenquête.blogspot.com. Et maintenant, tendez l'oreille. Et c'est comme ça chaque vendredi en deuxième partie de soirée sur Arte. Depuis vendredi dernier jusqu'au 23 octobre, c'est une série documentaire intitulée « Justice à Vegas », nouvelle production de Jean-Xavier Delestrade et Denis Poncé chez MAA Productions. Une série réalisée cette fois par Rémi Burkel, qui restitue là 5 histoires d'une justice pénale américaine ordinaire, dopée aux couleurs d'une ville où les 70 000 crimes recensés chaque année sont comme les 40 millions de touristes de passage. Quant à ceux qui pensaient entendre le générique d'une fiction judiciaire américaine, rassurons-les en leur disant qu'ils n'avaient pas forcément tort, car Justice à Vegas reprend les recettes qui ont fait le succès des 2 précédentes productions maison, Un coupable idéal en 2001 et Soupçon en 2005, une photo particulièrement soignée, des plans à l'américaine, une intrigue bien montée, une musique haletante et des personnages plus vrais que nature. Sans aucun doute, d'ailleurs, l'équipe de MAA dispose-t-elle là d'un véritable savoir-faire pour nous intéresser au fonctionnement de la justice américaine, avec peut-être 2 bémols donc il convient d'apporter ce matin. D'abord, ces doublages en langue française bien moins réussis dans cette série que dans les productions précédentes, pour ceux bien sûr qui ne disposeraient pas de la version originale sous-titrée. Ceux-là devront attendre d'ailleurs la sortie du coffret de 5 DVD prévu bientôt, le 7 octobre prochain, chez Arte Éditions. Le deuxième bémol est plutôt un défi lancé aux producteurs, celui de réussir à nous intéresser avec des recettes comparables à d'autres justices apparemment moins spectaculaires, mais sans doute tout aussi intéressantes, allemandes, italiennes, coréennes, que sais-je. De notre côté, nous votons pour une prochaine série documentaire Justice à Francfort, Milan ou Séoul, que nous aurons beaucoup de plaisir à regarder, ausculter, décrypter et à recenser dans cet agenda. Et pour terminer, signalons rapidement cette journée consacrée à l'action collective, les class action ou actions de groupe, qui pourraient bien finir par envahir notre droit puis nos prétoires, soit par la voie européenne, soit par la voie nationale, un projet étant de nouveau à l'étude en ce sens devant le Parlement français. L'action collective, anticiper son introduction pour optimiser son potentiel, c'est le titre de cette journée d'études prospectives qui se tiendra vendredi 2 octobre à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille. Tous les renseignements sur notre site internet franceculture.com à la page du bien commun.
Vous l'avez mis en examen à l'issue de son interrogatoire de première comparution le 12 avril 2001. Vous lui demandez comment expliquez-vous que les 4 enfants qui ont été entendus dans des pièces séparées par les enquêteurs fassent des déclarations similaires vous concernant. Effectivement, le 27 mars 2001, les 4 enfants avaient été entendus, mais vous auriez tout aussi bien pu considérer que les déclarations ne constituaient pas des indices graves et concordants, mais étaient fantaisistes et contradictoires. Je les cite. Le plus petit, qui a 4 ans et demi, dit ceci. La femme sur la photo 12 apportait du pain, des baguettes qu'elle mettait dans notre derrière. Ensuite, elle les mangeait. Celui de 6 ans et demi dit, elle, je connais. Ce que nous venons d'entendre, Antoine, c'est une audition, je crois, de la commission parlementaire sur l'affaire Doutreau. Absolument, Harold, parce que ça sera le sujet de ce matin. Quelle place accorder à la parole de l'enfant? Et pour comprendre cette question, il faut probablement reprendre un peu de chant et comprendre que pendant longtemps, on accordait très peu de crédit, voire aucun crédit à la parole des enfants. Reconnaître la valeur de cette parole fut le fruit d'une longue évolution qui allait de pair avec une considération d'ailleurs pour la psychologie propre de l'enfant. Et ce, jusqu'au désastre de l'affaire Doutreau dont nous venons d'avoir une illustration sonore. Parce que cette affaire révéla, et avec quelle brutalité, les ravages que peut causer une mauvaise interprétation de la parole de l'enfant. Alors, comment recueillir la parole de l'enfant? Quel crédit lui accorder? Peut-on se prémunir contre d'éventuels mensonges ou contre des propos ambigus? Ne risque-t-on pas à y accorder trop de valeur, de faire de l'enfant l'arbitre tout-puissant des conflits familiaux? Voici les questions que l'on se posera ce matin. Je vous rappelle que vous écoutez France Culture dans l'émission Le Bien Commun et que mes 2 invités seront Martine de Maximi, magistrate, conseillère à la Cour d'appel de Paris, présidente de la Cour d'assises, qui a été juge des enfants pendant de nombreuses années, et qui est vice-présidente de l'Association française des magistrats de la jeunesse. Et pour en débattre avec elle, pour nous éclairer, un psychiatre, Paul Bensoussan, qui est expert agréé près de la Cour de cassation et qui est associé à de nombreux groupes de travail à la chancellerie ou pour la formation des magistrats pour nous éclairer sur cette question. Martine de Maximi, bonjour. Bonjour. Alors, cette audition pour nos auditeurs, elle peut intervenir soit dans le domaine civil, soit dans le domaine pénal. Soit l'enfant est associé à une décision le concernant, par exemple pour le divorce de ses parents, mais aussi il peut être victime d'une agression sexuelle et dans ce cas-là, sa parole a une toute autre valeur. Alors, je vais peut-être essayer de dresser rapidement le tableau des moments où, effectivement, ou des procédures dans lesquelles l'audition de l'enfant est requise, ou en tout cas souhaitée dans certains cas. La logique n'est pas la même dans toutes ces procédures. Alors, je peux commencer par le juge des enfants parce que, effectivement, ma longue expérience de juge des enfants m'y amène, mais pas seulement ça. C'est que de tout temps, les juges des enfants avaient l'obligation, de par la loi, d'entendre les enfants en assistance éducative et Oui, encore que les enfants, c'est une des difficultés entre un nouveau-né, l'enfant, celui qui ne parle pas, et l'adolescent, il y a tout un dégradé. Bon, on est de toute façon dans la notion du danger et de la protection de l'enfant, non pas de la vérité. C'est pas une recherche de vérité lorsqu'un juge des enfants entend un enfant. Traditionnellement, voilà ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a un signalement, on convoque la famille dans sa totalité, parents, enfants, donc y compris éventuellement les bébés s'ils viennent, bien évidemment, ça on ne le demande pas. Et ce qui est important, pour moi en tout cas, c'était déjà de voir comment les gens se disposaient dans une pièce. C'était pas la parole verbale, j'ai envie de dire, mais les enfants savent aussi nous montrer beaucoup de choses lors d'une audience. Que la manière dont ils se disposent. La manière dont ils se disposent, la manière dont ils se tiennent. Il y a une sorte de dramaturgie de la parole. Exactement. Et en plus, un enfant dit très turbulent à l'école est capable de rester calme et d'écouter ce qui se passe dans le cabinet, ça me posait quand même des questions. Mais parfois, on voit le contraire aussi. Ça. L'enfant est mandaté pour semer le trouble. Alors, mandaté, moi je fais attention parce que du coup, j'ai le docteur Bensoussan à côté de moi. On demandera au docteur Bensoussan. Mais je trouve important, je vais peut-être en profiter pour le dire, la culture psychologique est de plus en plus importante et la plupart des magistrats y ont accès, et fort heureusement.
La seule question, ce qu'il faut, c'est aussi qu'on ne devienne pas des psychologues et qu'on joue un petit peu aux apprentis sorciers en interprétant à la fois les gestes, les paroles des enfants, les non-dits. Bon, je continue un tout petit peu parce que c'est vrai que j'ai été amenée à concevoir et pendant de longues années à animer une formation interdisciplinaire à l'école de la magistrature qui, pendant tout au long de l'année, 2 jours par mois, regroupait psychologues et magistrats et apprenait aux uns et aux autres à se connaître dans leurs fonctions réciproques de façon à ne pas avoir de fascination ou de rejet, d'ailleurs, de l'une des l'autre des fonctions. Voilà, ça c'est important, je voulais le dire. Je pense que ça aide beaucoup dans notre pratique. Alors, Paul Bensoussan, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous avez peur, vous, de cette concurrence des juges des enfants ou des magistrats qui s'improviseraient en quelque sorte psychologues au petit pied? Alors, je la crains dans la mesure où le souci de Madame de Maximi de ne pas se poser en apprenti sorcier pourrait également être le nôtre, car je disais récemment à l'ENM dans une conférence destinée à des magistrats que nous acceptons parfois de jouer les apprentis sorciers. Je m'explique. Je dirais même... Vous êtes quand même des hommes de science. Il y a tout un savoir qui s'est constitué autour de l'enfant, un savoir psychiatrique et psychologique. Mais je dirais même que nous jouons les diseuses de bonne aventure. Je m'explique. La science psychologique et psychiatrique ne permet pas, en l'état actuel, de dire si un événement a eu lieu. C'est-à-dire d'accéder à une vérité historique. Parce qu'elle serait divinatoire à ce moment-là. Absolument. A fortiori lorsqu'on nous demande de prédire, comme c'est le cas dans la dangerosité ou dans la propension à la récidive. Donc il y a bien des questions auxquelles, en toute rigueur, nous devrions dire que nous ne pouvons pas répondre et auxquelles nous acceptons quotidiennement répondre dans l'exercice qui est difficile qu'est l'expertise psychiatrique. Donc, est-ce que vous assumez cette limite, cette finitude du savoir psychiatrique? Et d'ailleurs, j'aimerais reformuler ma question. On parlait autrefois de l'art médical. Il y a un art psychiatrique, docteur Bensoussan. Absolument. Et une expertise psychiatrique digne de ce nom devrait être, je reprends votre terme, conforme aux règles de l'art. C'est-à-dire se soucier d'une méthodologie, que cette méthodologie soit exposée de façon transparente et qu'à ce moment-là, on puisse offrir au magistrat qui nous a désignés, qui nous honore de sa confiance, une approche probabiliste. Une expertise psychiatrique péremptoire, c'est à mon avis inacceptable, dans la mesure où même dans les sciences dures, on vous indique la marge d'erreur. Vous savez, quand un généticien va vous dire l'ADN retrouvé sur le cadavre de la victime correspond à l'ADN du mis en examen et ma marge d'erreur est de 1 sur 1 milliard, il vous indique sa marge d'erreur. Et j'ai une collection de perles dans les expertises que j'ai été amené à critiquer parfois, où on voit qu'il manque aux psychiatres et aux psychologues cet élémentaire modestie. Vous n'êtes pas tendre d'ailleurs avec vos confrères, notamment lacaniens, qui se servent d'un cas pour une élaboration peut-être pertinente, je ne sais pas, mais qui n'a pas lieu d'être dans une enceinte de justice. Absolument. L'utilisation de l'interprétation psychanalytique à la barre d'un tribunal me paraît inacceptable. Mais par exemple, Paul Bensoussan, vous parlez de raisons probabilistes. J'ai lu, sous la plume d'un pédopsychiatre, qu'il y avait entre 8 et 10% d'erreurs, de mensonges dans les déclarations qu'un enfant faisait à un professionnel de la justice, soit un juge, soit... C'est difficile d'établir une telle proportion. C'est surtout un chiffre qui n'a aucun sens, quelle que soit la qualité du pédopsychiatre concerné. J'entendais un jour sur un plateau de télévision le professeur Jamet, et Dieu sait que ce nom est reconnu en pédopsychiatrie, chiffrait de 3 à 5% le pourcentage de fausses allégations, c'est-à-dire d'accusations infondées. Mais ce chiffre est dénué de sens, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, nous ne sommes pas capables de dire à coup sûr ce qui est faux et ce qui est vrai. Est-ce que, par exemple, une relaxe au tribunal correctionnel, un acquittement en cour d'assises, sont la preuve que l'abus n'a pas eu lieu? C'est une vérité judiciaire. Oui, mais ce n'est pas la preuve que l'abus... Non. Si le droit pénal s'applique... C'est qu'il n'y a pas assez de preuves pour entrer en voie de condamnation. Exactement. A contrario,
l'existence de faux aveux est connue depuis très longtemps de la psychiatrie légale comme des magistrats. Alors, est-ce que vous pourriez dire pour nos auditeurs, et après je me retournerai vers Martine de Maximi, est-ce que vous pouvez dire des indices pour vous, des clignotants, des alertes pour rendre plus suspect la parole d'un enfant? Qu'est-ce qui vous fait croire ou ne pas croire à ce que vous dit un enfant? Alors déjà, j'éradique le mot croyance. Bon, Non, mais si vous voulez, non, mais c'est très important parce qu'on s'en rend pas compte, mais on est imprégné de ça. Pourquoi un enfant la preuve. irait-il accuser comme ça son père si rien ne s'était passé? Et les politiques s'en sont emparés avec une démagogie extraordinaire. Pour ne pas la nommer, Ségolène Royal, il y a bien longtemps déjà, dans sa campagne Se taire, c'est laisser faire, elle scandait sur les plateaux de télévision « L'enfant dit le vrai ». Bon, au-delà du côté gnangnan de la formule, enfin, on se demandait quel était le sens et en quoi Ségolène Royal était compétente pour dire des choses comme ça. Bon, Je crois que ça répondait à une logique sociale profonde sur laquelle on reviendra, parce que c'est bien le fond du problème, c'est que cette attention particulière que les sociétés démocratiques portent à l'enfant et cette répulsion qu'elles entretiennent à l'égard de toute influence exercée sur autrui se retrouvent à propos de l'enfant. Absolument. Mais si nous étions si attentionnés que cela au devenir et à l'évolution de l'enfant, nous serions tout aussi vigilants devant un dévoilement qui n'est pas fiable, parce que si on condamne au bénéfice du doute, on fabrique une victime, littéralement, qui le sera à perpétuité. Alors là, vous épousez à votre tour le langage du juge. Donc je me retourne vers Madame le juge de Maximi pour lui... il y a aussi un ars judicandi, il y a un art de juger. Et cet art de juger, ça consiste à introduire du contradictoire. C'est le meilleur désinfectant qu'on ait contre l'erreur. Et puis, bon, si on reste sur le pénal... la parole, bon, les dires de l'enfant, j'ai envie de dire plutôt, hein, les dires de l'enfant, c'est une des parties du dossier et du procès. Il faut quand même étayer aussi autre chose. C'est difficile en matière d'abus sexuels. Ce sont des dires, mais ils sont oui, centraux. Mais il n'y a pas que ça, en règle générale. Hein, quand même, il y a d'autres éléments enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait d'autres éléments. Alors, il y a effectivement aussi... moi, ce que je pense important dans ces dossiers-là, c'est le comportement de l'enfant par rapport au moment où ça s'est passé. Est-ce qu'il a changé de comportement? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées? Enfin, il y a tout un... Il parle aussi par son corps. Oui. Il y a tout l'environnement de ce qui a pu se passer, et puis aussi la personnalité de celui qui est poursuivi. Vous parlez au masculin. Comment? Vous parlez au masculin. Oui, celui ou celle, oui, mais il n'y en a pas beaucoup de celles. En tout cas, dans les affaires sexuelles. Par contre, dans les maltraitances, il y en a. Oui, c'est tout à fait. Alors, moi, je crois que c'est difficile de partir en règle générale. Je pense qu'il faut énormément de prudence. Alors, quand je parlais de formation et que le magistrat ne devait pas s'amuser à être un psychologue, entre guillemets, qu'il n'est pas, en revanche, il peut apprendre quand même à conduire un entretien avec un enfant. Alors, comment ça se passe concrètement? Comment est-ce qu'un juge entend un enfant, ce que lui recommande le législateur, et de plus encore après la loi de mars 2007, comment est-ce qu'il entend un enfant qui me semble poser quand même de nombreuses difficultés? Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs? Bon, alors, déjà... Est-ce que vous me permettez de réagir à ce que vous venez de dire, juste avant de passer à la question suivante? Parce que je ne pourrais pas dire à quel point je souscris à ce qui vient d'être dit. Dans la mesure où la parole de l'enfant, qui nous focalise, qui focalise toute l'attention, je dirais même qui fascine, les révélations ne sont qu'un des paramètres à examiner dans la fiabilité d'un dévoilement. C'est ça que j'appelle une approche probabiliste. Si vous commencez à lister tous les paramètres qui doivent être analysés, la parole de l'enfant en est un parmi 6. Et dans les 6, je ne vais pas les énumérer, ce serait fastidieux, mais sachez quand même que dans les 6, il y a par exemple, en cas de séparation parentale, la personnalité du parent qui accuse, qui échappe toujours à l'expertise en matière pénale. C'est absolument extravagant. Le juge aux affaires familiales, procédure civile, demande à l'expert de donner un avis sur la famille. Le juge des enfants, vous l'avez dit, madame, demande également à voir tous les protagonistes. Il y a qu'en instruction, en pénal, on ne sait pas pourquoi,
auteur-victime. Sorti de là, le juge d'instruction ne connaît plus personne. Pour l'expert, en tout cas. Oui, pour parce que je l'expert. crois que ça correspond profondément à une logique pénale dont le ressort est d'isoler des faits pour les caractériser par la loi pénale. Et Absolument. je crois que c'est une de ses faiblesses. C'est à la fois sa force et sa faiblesse. Mais si le parent qui accuse a décelé des troubles du comportement chez son enfant ou a recueilli la première ses confidences, il est essentiel que l'expert puisse donner un avis sur que l'abus ait eu lieu ou qu'il n'ait pas eu lieu. Au pénal, Martine c'est très Vassili. important. Le moment du dévoilement, l'occasion du dévoilement, à quel moment ça se produit, etc. Ça, déjà, il y a des choses très importantes. Qu'est-ce qui est dit à ce moment-là? C'est les termes employés. Quel est le déclencheur? Oui, quel est le déclencheur? Oui, alors, bon, je pense à un dossier où ça se passe parce que tout d'un coup, elle a confiance dans l'éducatrice, elle voit il y a des cours d'éducation sexuelle, enfin, il y a plein de choses où tout d'un coup, elle peut mettre des mots. Voilà. Sur ce qui s'est Ce passé. qu'elle ne pouvait pas nommer, ce qui était Voilà. véritablement Bon, innommable c'est auparavant. ça. Hein. Mais par contre, quand on retrouve l'histoire, on voit qu'il y avait des troubles du comportement. Oui, parce Voilà. que, en fait, est-ce qu'on ne vit pas sur le mythe de la révélation intégrale, totale, par un enfant? Est-ce qu'en fait, c'est pas Je beaucoup plus pense subtil que ça? qu'actuellement, on vit quand même sur le mythe de la parole de l'enfant, qui est dû très vraisemblablement à, je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct, à l'exacerbation des droits de l'enfant. Voilà ce que j'ai envie de dire. Alors, C'est je vais paradoxal revenir. de la part d'une ancienne juge des enfants. Ah, mais de moi, parler d'une le juge législation. des enfants, il est dans la protection de l'enfant en danger, il n'est pas dans les droits de l'enfant. Vous trouvez qu'il y a trop Ni de... même dans l'intérêt de Vous l'enfant. trouvez qu'il y a trop de droits, trop d'attention? Moi, je pense qu'on fait de l'enfant un adulte, puisqu'il a des droits, et que du coup, on lui reconnaît plus ses droits à protection. Bon, ça, c'est un avis Oui, mais c'est qui est absolument, partagé par certains. c'est absolument central, Hein. docteur Bensoussan. Bon. Qu'est-ce que Alors, sur ce est-ce que point je peux continuer Oui. peut-être là-dessus, parce que j'ai envie de dire que... Ou alors on parle du Allez-y, civil tout allez-y, à l'heure. terminez. Dans toutes les affaires sur l'autorité parentale. Maintenant, depuis la loi déjà de 93, l'enfant était entendu s'il était capable de discernement à sa demande. Il pouvait être entendu à sa demande. Maintenant, loi de 2007, décret qui est paru il n'y a pas longtemps, et il y a une circulaire tout à fait récente qui vient de paraître, de juillet 2009, qui dit que l'enfant doit avoir été informé de son droit à être entendu. Et que le juge, il n'y a pas de forme particulière, mais le juge doit, au cours de l'audience, s'assurer que l'enfant a bien été informé. Bien. Donc, il peut l'entendre, il l'entend, surtout à la demande de l'enfant, il peut décider aussi de l'entendre. Mais les pratiques qu'on pouvait avoir avant, qui étaient d'entendre l'enfant, même en délibéré, avec quelque chose un petit peu de... Enfin, je voudrais dire, D'informel. je vais me reformer, je vais me référer à Antoine Garapon, à une sorte de paternalisme du juge Oui. qui n'existe C'est une plus, bonne référence. est devenu quelque chose où le contradictoire est absolument respecté. Et du coup, l'enfant, il n'est pas parti à l'audience, mais c'est comme si c'était une partie, parce que la circulaire dit, vous allez l'entendre éventuellement délibérer, vous êtes obligé de rouvrir les débats. C'est-à-dire que vous Donc, avez... il n'est pas parti à l'audience, alors qu'il est devant le juge des enfants, où là, il est plus protégé. Mais en même temps, il va rentrer dans le conflit de ses parents, elle va lui donner une importance énorme. Voilà. Donc, Alors, qui n'est pas sans poser de problème, et on y reviendra, parce que c'est toute l'ambiguïté des droits de l'enfant, et que vous avez tout à fait raison de pointer, c'est-à-dire que accorder trop de droits à l'enfant, c'est le priver de ce Priver de droit son essentiel enfance. du droit à l'enfance. Voilà. Paul Bensoussan. Oui, je crois que lorsque la parole de l'enfant est recueillie comme ça, à la lettre, sans qu'on s'autorise à décider par-dessus sa tête, finalement, moi, inévitablement, ça m'évoque une sorte de métaphore religieuse, comme si ce qui sortait de la bouche d'un enfant était une vérité immanente, presque transcendante, Parole oraculaire. à laquelle... Une parole d'oraculaire, quoi. C'est-à-dire Absolument, absolument. qui est incontestable. Qu'il est interdit de décrypter, d'interpréter, de resituer dans un contexte. C'est, au fond, pour moi, c'est ça la définition de l'intégrisme religieux. Si on essaye de définir ce qu'est l'intégrisme, tout monothéisme confondu, je crois que c'est de prendre les textes sacrés à la lettre. Et la parole de l'enfant devient un texte sacré lorsqu'on l'interprète à la lettre et lorsqu'on ne s'autorise pas,
comme vous le disiez tout à l'heure, à ne pas la croire, mais je mets des guillemets à Oui, bien croire. sûr. Vous proposez, on pourrait appeler une herméneutique de la parole de l'enfant Mm. qui cherche à la décrypter et à la décrypter par rapport à son comportement. Vous posiez la question des mots, qui est une question très importante. C'est que l'enfant a-t-il les mots pour le dire? L'enfant a-t-il dans son vocabulaire les mots qui lui permettent d'exprimer la réalité de ce qu'il a vécu, Paul Bensoussan? Alors, bien évidemment, je vais dire des banalités, ça dépend de son âge. Il y a Mais des je troubles. pense à un très jeune enfant, hein. C'est-à-dire, je pense à un enfant qui a acquis la parole, mais qui est avant 7 ans, disons, parce que 7 ans, l'âge de raison. Qu'est-ce quid de ces victimes entre 2 ans et 7 ans? Alors, bien, là, je dirais que le premier paramètre, c'est la qualité de l'interrogatoire. L'interrogatoire, il ne se fait pas à la brigade des mineurs, hein, il est domestique. Euh, une mère ressent une inquiétude, a une intuition, fondée, pas fondée, c'est une autre question. Et elle va, de façon absolument naturelle et spontanée, chercher à conforter ça, à poser des questions. Donc, elle parle à son enfant, elle Et elle interroge va son parler enfant. à son enfant. Et on en voit qui, en toute naïveté, nous disent, mais ça fait des mois et des mois que je l'interroge, et enfin, aujourd'hui, il m'a confié que. C'est-à-dire que, au fond, lorsque l'inquiétude existe chez un parent, a fortiori dans un contexte de séparation parentale très conflictuelle, eh bien, il va se produire des interrogatoires qui ne seront pas professionnels, c'est normal, on ne peut pas l'être. Bien sûr. Je crois que même moi, si je m'inquiétais pour mes enfants, je ne serais pas du tout professionnel. Je parlerais avec mes tripes. Vous ne pouvez pas l'être tant l'interaction, le contre-transfert est fort. Absolument. Et à ce moment-là, bon, les anglo-saxons qui raffolent de la psychologie expérimentale, et heureusement, car c'est quelque chose qui me manque cruellement ici, montrent que 50% des enfants de 4 à 7 ans à qui on dit « Est-ce que papa t'a touché ?» disent oui. Et parmi ceux-là, lorsqu'on leur À random, dans la population générale. ils Expérimental, font c'est ça. Oui, petite, moyenne c'est ça. section de maternelle, grande section de maternelle. Est-ce que papa t'a touché? 50% disent oui. Et lorsqu'on demande où, la quasi-totalité désigne les zones génitales. Donc, ça ne veut pas dire, bien sûr, que tous ces enfants-là ont été abusés. Ça veut dire qu'en posant des questions fermées, ce qu'on appelle fermées, c'est dont la réponse est en oui ou non, on est très inducteur. Un enfant est suggestible, il perçoit l'anxiété du parent qui interroge et il répond de la sorte. Vous acquiescez, Martine de Oui, Maximi. oui, non, mais oui, on sait, enfin, on nous a dit aussi dans certaines formations, effectivement, que les enfants très jeunes, par rapport à l'interlocuteur, ils ont des réponses, peut-être même que l'interlocuteur attend, en fait. Hein. Il y a une Parce pouvoir de séduction et qu'il aussi, perçoit, et qu'il perçoit peut-être plus qu'un adulte bien sûr, cette bien sûr, cette bien interaction, sûr. Non, ces il faut attentes. se méfier effectivement des questions fermées. Alors, moi, je peux vous donner un exemple. J'ai récent aux assises, c'était un enfant qui avait été très maltraité par le concubin de sa mère et coup mortel sur la petite sœur. Donc, bon, c'était une affaire très... Bon, comme aux assises, hein, de toute Très façon, grave. gravissime. Et j'avais demandé à ce que l'enfant vienne. Parce que l'enfant avait dit des choses et puis avait subi des choses. Et je l'avais demandé, pas vraiment pour l'interroger, parce que je voulais savoir si cet enfant voulait savoir qu'il y avait un procès. Sa mère, d'ailleurs, était aussi poursuivie pour non-assistance à personne enfant en péril. Et je pensais que c'était important qu'il voie qu'il y avait un procès et que des choses allaient se dire et se décider. Alors, mais par contre, avec les avocats, tout le monde était d'accord, avocat général, avocat défense et partie civile, on avait pris l'engagement de ne pas lui poser de questions. Parce qu'on parle de l'audition de l'enfant, mais aussi de l'audition Ouais. par l'enfant. Il aussi ce qu'il venait, doit entendre. voilà, il venait à un certain moment de la procédure, bien sûr pas tout le temps, il venait pour lui, avec son éducatrice et son assistante maternelle qui était entendue en qualité de témoin, elle, et s'il voulait, il parlait. Voilà, c'est tout. Et a-t-il pris Bon. la parole? Alors, on avait fait un huis clos, on avait demandé à tout le monde de sortir, il restait que la mère, et il a dit je voudrais que maman sorte. Bon, elle est sortie, et tout ça avec l'accord de tout le monde, hein, parce que c'était un petit peu hors norme. Et alors, on s'attendait à ce qu'il dise quelque chose. Il a dit je ne veux pas retourner vivre avec maman.
Et puis il est allé s'asseoir. C'était ça finalement son Voilà. Alors interrogation. il est allé s'asseoir, mais il est allé s'asseoir à côté de son éducatrice, son assistante maternelle, qui ont déposé à ce moment-là. Donc j'avais rouvert les débats, etc. J'avais rouvert levé le huis clos. Et il a, à ce moment-là, il dessinait. Et puis, quand quelqu'un disait quelque chose, il disait « Mais non, c'était pas qu'il était enfermé. Mais non, c'était pas dans le tiroir. C'était dans le placard sous l'évier. » Des petits trucs qui sortaient comme ça, très peu, quand on lui demandait pas. Donc finalement, le paradoxe de l'audition de l'enfant, c'est que c'est une relation beaucoup plus qu'un interrogatoire. Il faut être capable d'instaurer une relation finalement en un temps record. Vous le dites très bien, d'ailleurs, Paul Bensoussan, vous dites on n'est pas dans la longue durée comme dans la Mais thérapie. c'est facile, c'est facile, il suffit d'expliquer à l'enfant. Il suffit de lui dire, voilà, ici c'est cabinet de juge d'instruction, il s'est passé des choses. Bon. Alors, est-ce que c'est aussi facile Paul Présenter Bensoussan tel qu'on est. En tout cas, il faut dresser son cadre. Est-ce que ça ne demande pas, c'est la question que je vous pose à tous les deux, parce que moi c'est une interrogation, est-ce que ça ne requiert pas non seulement du temps, mais de la part de l'adulte, que ce soit le psychiatre ou le juge, de rentrer ou d'avoir connaissance ou d'être un peu familier avec un monde enfantin? J'entends par monde enfantin le monde du foot, des jeux vidéo, des échelons scolaires, qui fait que on rentre pas d'emblée dans une relation avec un enfant, on commence par parler de choses et d'autres, pour le mettre en confiance, qui on est, etc. Est-ce que, là on retrouve l'art de l'écoute, l'art de l'entretien, Paul Bensoussan, est-ce que ça ne requiert pas aussi une démarche pour instaurer cette relation? Alors, classiquement, oui, il y a un temps important de mise en confiance de l'enfant et ce temps ne devrait pas être écourté. En réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Les enfants, même très jeunes, qui viennent nous voir, notamment dans des contextes de séparation parentale, ont, dans la quasi-totalité des cas, été briefés par leurs parents, mais ce qui est normal, hein, c'est pas du lavage de cerveau, c'est normal. On va aller voir Bien sûr. un psychiatre, que c'est le juge qui décide, mais le psychiatre va donner son avis. Il suffit que tu lui répètes ce que tu m'as dit l'autre jour, c'est très important, tu peux lui parler à cœur ouvert. Bon, ce sont des recommandations que font les parents aux enfants, de sorte il faut même parfois que nous ralentissions non seulement cette phase de mise en confiance est écourtée ou tronquée, mais parfois même nous ralentissons parce que l'enfant nous livre d'emblée « Je viens vous voir pour son vous dire que message. je ne veux plus aller chez C'est papa ça. ». Bon, attends 2 secondes, laisse-moi le temps que je comprenne. Bon, il faut au contraire parfois pouvoir dévier et parler de choses et d'autres. Et ce n'est pas indispensable. Les enfants sont très intuitifs. Ils ont été abondamment informés, bien ou mal. Moi, je teste plutôt, au lieu de faire la mise en confiance classique, comment ça se passe à l'école, comment s'appelle ta maîtresse, qu'est-ce que tu fais. Bon, l'enfant, il sait très bien qu'on est en train de se foutre de lui et qu'on tourne autour du pot. Bon, alors je préfère Il est lui plus malin dire, qu'on ne le pense. d'autant que, enfin, je procède pas tout à fait comme certains de mes collègues. C'est-à-dire, moi, je prends des grandes sessions d'une demi-journée. Lorsque les enfants arrivent en fin d'après-midi, je viens les voir en salle d'attente, ils viennent saluer leurs parents, je leur dis que ça se passe bien, qu'on est ensemble depuis le début de l'après-midi et que donc quand je vais les recevoir, sans leurs parents, ça va de soi, eh ben, je serai à peu près au courant de toutes les difficultés. Ça les soulage beaucoup et le contact est déjà créé, de sorte que quand je viens les chercher, les choses sont assez faciles. Vous leur consacrez beaucoup de temps. Oui. C'est peut-être la condition, d'ailleurs, sine qua non, d'une bonne audition. Oui, je crois que ça demande absolument à ne pas avoir le regard sur la montre. Parce que l'enfant le sent très bien. L'intuition de l'enfant, il sent très bien un interlocuteur pressé, et plus il est pressé, moins il a envie de parler. Absolument, il se ferme. Martine de Maximi. Alors, plusieurs choses. D'abord parce que je pense que dans la plupart des moments où on va être amené dans les fonctions judiciaires différentes, tant civiles que pénales, l'enfant va souvent être avec une tierce personne quand c'est dans le cours d'une procédure. Alors, soit le juge d'instruction, une juridiction pénale, c'est l'administrateur ad hoc qui est désigné. Si Qu'est-ce les que ça veut parents- dire pour les auditeurs, Alors, ce nom bizarre? c'est une personne qui peut d'ailleurs être du Conseil général, mais bon,
Je pense qu'il est aussi mieux que ce soit quelqu'un qui soit un petit peu indépendant. Une Et association, par souvent, exemple. c'est ou un assesseur au tribunal pour enfants qui va aussi s'inscrire, qui est nommé en tant qu'administrateur ad hoc, ou dans le cadre d'une association, va donc voir le mineur, lui faire désigner un avocat et préparer l'entretien avec le juge. Donc, il sait où il va. Il sait où il va. Et c'est une Et préparation il a quelqu'un avec lui. non inductive. Il faut l'espérer. Il faut l'espérer, mais ça, on peut en discuter avec l'administrateur ad hoc. Normalement, oui, c'est non inductif. C'est une information de l'enfant à ce que c'est que la procédure et qui va l'entendre. Parce que moi, je suis d'accord avec le docteur Bensoussan. D'abord, j'ai pas du tout envie de parler bébé avec un enfant et ni de lui dire à quel jeu tu as joué. Ça, c'est pas mon rôle. Au contraire, je pense qu'il faut savoir qu'ils sont intelligents, qu'ils savent très bien à qui ils parlent. Ils vont pas dire la même chose au Martine psychiatre, de Maximi, thérapeute et au psychiatre. est-ce que expert. vous ne parlez pas en tant que juge femme? Non. C'est une dimension. Est-ce que vous ne pensez Non. pas que pour un homme, un juge homme qui représente plus une figure paternelle, une figure d'autorité, l'enfant ne dirait pas la même chose? Non, je pense pas. Je pense qu'à partir du moment où on prend le soin de leur dire qui on est, pourquoi on l'entend et ce qu'on peut décider, ça c'est très très important. Et surtout leur dire que c'est pas eux qui vont décider. Que c'est important qu'on entende ce qu'ils ont à dire. Là, je parle surtout Oui, du bien sûr. civil, qu'on entende ce qu'ils ont à dire, mais que la décision, c'est nous. Oui, mais certaines voix, et notamment de vos collègues, Martine de Maximi, disent qu'il y a, en réalité, quand on regarde les dossiers, il y a une très très forte majorité de cas dans lesquels le juge se conforme à ce que dit l'enfant, notamment en matière de divorce. Ce qui fait peser sur ses épaules un poids Je suis pas complètement... particulier. Alors, je crois qu'il faut distinguer beaucoup les âges à ce moment-là. Je pense qu'on a tendance sûrement à se conformer avec un enfant de 15-16 ans. Avec les petits, je crois que surtout ce qui est encore courant, c'est qu'on laisse encore quand même pas mal la mère, je pense. Mais je suis pas du tout, je n'ai pas assez d'expérience de ça, mais je suis pas complètement certaine que je crois pas que le juge se conforme. D'abord parce qu'il n'entend pas l'enfant si fréquemment que ça, quand même. Je vous rappelle que vous êtes sur France Culture, l'émission Bien commun qui porte ce matin sur l'audition de l'enfant avec mes invités qui sont Martine de Maximi, juge, et Paul Bensoussan, psychiatre. Paul Bensoussan, est-ce qu'il n'y aurait pas une tentation de la part de l'expert de s'asseoir sur le fauteuil du juge, et donc, en quelque sorte, je reprends une de vos expressions, et donc de préparer en quelque sorte, de rechercher un consensus et de finalement amener un dossier conflictuel à une situation plus apaisée et à suggérer, à souffler au juge ce qu'il doit décider. Là, vous posez vraiment une question effectivement cruciale. C'est d'ailleurs le titre effectivement d'un article que j'avais publié. En matière civile, c'est-à-dire les procédures de séparation parentale, que le couple soit marié ou pas, peu importe, des parents se déchirent au sujet de la garde d'un enfant ou du droit de visite et d'hébergement, et le magistrat demande l'avis de l'expert. Alors, la langue de bois, c'est de dire... On ne la pratique pas ici. Voilà, mais grosso modo, on l'entend souvent, le juge n'est aucunement lié par l'avis de l'expert. C'est tout à fait exact. Mais en fait, tout à fait faux dans la pratique. Selon moi, tout à fait faux dans la pratique, car on imagine mal qu'un magistrat désigne régulièrement un expert parce qu'il aime, par exemple, son analyse, sa façon de décrypter les situations, tout en s'écartant régulièrement de ses conclusions parce qu'il trouve que ses conclusions sont trop risquées ou trop pusillanimes au contraire, etc. Donc la logique... je vois Madame de Maximi. Oui, elle aura la parole ensuite. D'accord. Si, je suis d'accord. Ah oui. Donc la logique de cette espèce de tandem, de couple improbable. Vous êtes pris dans multiples conflits de loyauté. Il y a l'interaction très très forte et intense du psychiatre et de l'enfant, mais aussi l'interaction du psychiatre et du juge. Voilà. Alors j'ai travaillé 2 ans avec des juges aux affaires familiales sur ce thème. Et je leur disais, mais au fond, si on vous rendait une analyse que vous jugiez très bonne, très fine, en vous mettant en avant les risques et les inconvénients attachés à chaque situation, mais qu'on
qu'on ne réponde pas à la question posée, c'est-à-dire dire quelles sont les modalités les mieux adaptées. Au fond, c'est vous manqueriez à votre c'est mission. le boulot du juge. Oui, bien Est-ce sûr. que vous apprécieriez ça, que nous n'empiétions pas sur votre décision en vous donnant, eh bien, les magistrats disaient non, il nous faut quand même votre avis. Martine de Ben non, Maximi. moi j'aimerais bien. Je suis peut-être différente, mais je trouve qu'au contraire, effectivement, l'expert est un sachant dans une matière qu'on ne connaît pas. Mais encore une fois, la décision nous appartient. Et pourtant, bon. s'agissant de l'enfant, il y a quand même un tronc commun qui est constitué par le bon sens. La plupart d'entre nous avons des enfants, Oui. sommes en contact avec des enfants, peut-être de moins en moins malheureusement, mais il y a aussi une part relationnelle qui est une compétence que chacun a reçue ou reçoit en partage. Oui, Martine. oui, enfin, la part relationnelle, bien sûr. Je pense que quand même, il y a des gens qui ont peut-être plus de facilité à parler avec un enfant, ça, je pense. Mais ça peut aussi, ça peut s'acquérir. Et surtout, je crois que il faut l'entendre, l'écouter, et puis après se dire, mais je décide. Puis on peut se rendre compte, parce qu'il faut aussi, je pense, c'est de se rendre compte si sa parole n'est pas quand même beaucoup téléguidée, enfin notamment dans les affaires familiales, Oui, par mais l'un des parents. Enfin, ça il se faut sent. avoir ça en tête quand Ça même. se sent Il faut un avoir peu, ça en docteur tête. Bensoussan, ça se sent un enfant qui est conditionné, les mots qu'il emploie, le caractère un peu artificiel, un peu appris, un peu récité de ce qu'il dit. Oui, là, je voudrais dire quelques mots dans un instant sur ce qu'on appelle l'aliénation parentale, parce que c'est précisément cette espèce de fausse maturité et de détermination absolument impressionnante Que vous constatez. que montrent parfois les enfants. Mais je vais y revenir dans un instant. Je voulais simplement dire que ce qui est terrible dans cette façon de cette problématique de l'adhésion du juge aux préconisations de l'expert, c'est le problème de ce que j'appelle l'expertise parapluie. C'est-à-dire, je vais vous citer un de vos confrères, madame, qui est président de cour d'assises, mais lorsqu'il tenait ce propos dans un colloque, il était juge aux affaires familiales. Il disait, avec humour, mais aussi cynisme, il disait les magistrats font autant confiance aux experts que les experts font confiance à la justice. C'est-à-dire, donc, il montrait bien que aucun magistrat n'imagine que nous sommes infaillibles, mais que pourtant, ils ont besoin de l'expertise pour asseoir leur décision. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de symétrie. C'est-à-dire que c'est la question du courage professionnel, au fond. Si vous, mettons, allégation d'abus sexuels, bien malin celui qui peut dire à coup sûr si ça a eu lieu ou pas, et vous voyez un certain nombre de confrères qui disent, dans le doute, on va désigner un point rencontre pour que l'enfant voit son père en toute sécurité, etc. Le magistrat pratiquement ne peut pas s'écarter de ça, parce que imaginons que le magistrat dise... Bien sûr, encore moins après l'affaire Doutreau, avec cette pluie d'acier qui tombe sur Burgot et auquel on l'accable comme s'il était passé à côté d'une évidence, alors que vous simulez bien. Alors que, à contrario, dans la même situation, l'expert qui dirait, voilà, ce dévoilement, en fonction des paramètres que j'ai exposés dans mon expertise, me paraît peu fiable. Évidemment, il ne peut pas dire que ça n'a pas eu lieu à 100%. Personne n'est capable de dire. Dévoilement peu fiable. Donc, désigner un point rencontre dans une telle situation présenterait plus d'inconvénients que d'avantages, notamment de programmer dans l'esprit de l'enfant l'idée de la dangerosité paternelle. Donc, c'est mauvais. Là, on assume un certain risque. On dit, il y a une accusation d'abus sexuel, elle est peu fiable, le parapluie a plus d'inconvénients que d'avantages, eh bien, on laisse les choses comme ça et on laisse l'enfant retourner chez son père sans supervision. Là, c'est assez courageux, mais le magistrat n'est pas obligé de nous suivre parce que précisément... Donc, vous voyez qu'il y a une fausse symétrie. Décision pusillanime, parapluie, tout le monde va suivre. Décision courageuse avec une prise de risque consentie, mais faible, le magistrat n'est pas obligé de suivre l'expert. Et il sera seul Martine de Maxime. Là, j'ai envie de faire intervenir la notion du juge des enfants dans votre exemple. C'est tout à fait... je pense que c'est très, très important. Parce que là, vous citiez plutôt une affaire de séparation, je pense. Le juge des enfants, finalement, il a quand même beaucoup d'outils pour pouvoir apprécier la situation. Ce n'est pas uniquement les expertises, c'est les mesures éducatives, ces investigations.
Et dans ce cas, il est à la fois, je pense que quand vous dites ça, il y a sûrement une mesure d'instruction pénale, donc c'est assez difficile aussi tant qu'il n'y a pas eu ou relax ou non-lieu, etc. Ce qui n'empêche que le juge d'enfant, lui, dans ses décisions, n'est pas lié même par un non-lieu ou par une relax, puisque son appréciation, c'est le danger. Et finalement, une fausse accusation d'abus sexuel, d'agression sexuelle par un enfant sur son père, ça peut être un élément qui fait penser qu'il est en danger, parce que cette fausse accusation, elle peut être un enfant très très mêlé dans le conflit de ses parents, qui sait plus où il en est, quoi. Parce que ce qui est vrai, qui est manipulé. Ce qui est vrai, c'est l'acte de dénonciation, c'est pas l'énoncé. Ce qui est vrai, c'est qu'il dit au juge des enfants que. Et ça, on en a beaucoup dans les dossiers de juge des enfants, des problèmes comme ça. Martine Maxime, vous posez là aussi une question qui est absolument centrale pour comprendre le fonctionnement de notre justice. C'est que le risque de remettre un vrai coupable en liberté n'est pas le même que de remettre un enfant qui va peut-être être l'objet de mauvais traitements. C'est-à-dire qu'on est dans le cas d'un jugement de fait et non plus dans un jugement de droit. Oui. Et ça change tout pour le juge. Oui, bien sûr, mais c'est pourquoi, effectivement, le juge d'enfant a les outils de pouvoir y aller très progressivement, d'accompagner ça d'une mesure éducative et d'observation. Est-ce qu'il n'est pas tenté, lui aussi, d'ouvrir le parapluie, comme dit très bien le docteur Bensoussan, et donc de choisir la sécurité? Surtout aujourd'hui, on voit les juges, comme d'ailleurs toutes les institutions, comme les psychiatres, soumis à une pression médiatique de plus en plus forte. Non, moi je pense que si progressivement il y a eu des relations avec le père, on a donné l'exemple du père, que l'enfant revient en forme, qu'il n'y a pas de plainte, qu'il y a toute une observation extérieure qui est faite aussi de cet enfant, je crois qu'il faut parfois aussi oser prendre les risques pour l'enfant lui-même. Docteur Bensoussan. Oui, bien sûr, avec des situations extrêmes dans lesquelles même les décisions de justice ne sont pas respectées au nom de la protection de l'enfant. Et les anglo-saxons vont beaucoup plus loin que nous dans ces domaines-là, puisqu'ils préconisent à ce moment-là le transfert de résidence de l'enfant, c'est-à-dire en gros de donner la garde aux parents accusés après qu'on ait acquis la quasi-certitude, parce que la certitude absolue, on ne l'aura jamais. Vous ne pouvez pas prouver qu'un événement n'a pas eu lieu. Mais si on peut raisonnablement penser que l'abus n'a pas eu lieu et que le parent qui accuse continue de programmer son enfant, et ça va parfois jusqu'au lavage de cerveau, c'est absolument effrayant. Et puis la destruction d'une image parentale, etc., de tous les ravages que ça peut commettre pour l'enfant. Alors l'intérêt de l'enfant est le transfert de la résidence habituelle, puisque pour les juges aux affaires familiales en France, je crois que ce qui prévaut comme critère, c'est pour déterminer le parent gardien, c'est celui qui est le plus apte à garantir à l'enfant un contact avec l'autre parent. C'est ça, donc c'est tout le contraire de ce que pensent la plupart des parents. Mais alors, je voudrais qu'on revienne à l'audition de l'enfant, parce qu'on n'a pas parlé des statement analysis, les fameux SVA, validation analysis, c'est-à-dire cette sorte de test auquel on soumet la parole de l'enfant. Mais aussi, je voudrais qu'on dise un mot de la vidéo, parce que la vidéo peut apporter une solution. À l'audition de l'enfant. Martine Maxime, vous pouvez dire en un mot ? La vidéo, elle est obligatoire dans le cas des... Elle est obligatoire pour les... On n'en a pas parlé, mais pour les mineurs poursuivis pour délit, par exemple, d'infraction. C'est ça, pour auteur déjà, aussi, suspect. Oui, auteur. C'est important d'ailleurs. Moi, il m'est arrivé de visionner comme ça parfois... Des cassettes dans les commissariats où il y avait une négation complète des faits et que la jeune fille disait qu'elle avait été bousculée par les policiers, en tout cas pas bousculée physiquement, mais qui lui avaient raconté des histoires. Et c'était pas ça du tout, quoi. C'était très intéressant. Et donc, c'est... Bon. Et par contre, c'est aussi obligatoire pour les enfants victimes d'agressions sexuelles, justement. Et qu'est-ce que ça apporte ? Moi, je l'ai visionné dans une affaire d'assises, justement, une jeune fille, parce qu'il apparaissait et elle avait dévoilé devant l'éducatrice, la première fois devant ses éducatrices. Et non, à une voisine. Bon, ça avait été dit par la petite sœur déjà. Il y avait la petite sœur qui avait déjà 2 mois avant, elle en avait parlé. Après, il y a la fille. Et ensuite, elle va à la PMI. Voilà, c'est les femmes de la PMI qui disaient, mais elle souriait en nous racontant ça. Au début, on ne l'a pas cru. Puis après, effectivement. Et du coup, j'ai visionné l'audition devant la police.
Et c'est vrai qu'on voit qu'elle a cette espèce de sourire, mais en même temps, elle baisse la tête. Il y a toute une gestuelle et des réponses qui sont dans les films. C'est vrai que c'est très important. On retrouve la sémiologie de la parole. Voilà, il n'y a pas uniquement le important, dire qui est retranscrit par écrit. Il y a tout ce qui accompagne la façon dont elle le dit. Paul Bensoussan, la vidéo, ça vous semble être une manière de résoudre finalement une équation qui est impossible pour le psychiatre ou le psychologue, qui doit à la fois faire accoucher d'une vérité salvatrice pour l'enfant, mais précisément parce qu'elle est salvatrice, une fois qu'elle est déposée, une fois qu'elle est au sens propre du terme d'ailleurs, eh bien, il doit l'aider à évacuer ce souvenir. Est-ce que l'image peut résoudre cela? Alors, l'enregistrement vidéo est très précieux, peut-être pas pour les raisons qui ont été défendues au moment des discussions sur la loi du 17 juin 98, qui avait instauré justement l'enregistrement vidéo obligatoire. L'argument de l'époque, c'était de dire on évitera à l'enfant une répétition traumatique, il va le dire une bonne fois pour toutes, et puis on n'aura plus à lui infliger ça par la suite. C'est évidemment faux, parce que le discours de l'enfant évolue, parce qu'on a besoin de le réinterroger sur des faits nouveaux, etc. En revanche, c'est très très précieux sur l'analyse effectivement des éléments non verbaux qu'on peut mieux repérer sur la vidéo, la gestuelle, la mimique, les silences, le regard. Et je dirais un effet collatéral, mais qui n'est pas anodin, c'est de monter le niveau de formation des professionnels. Parce que ce savoir filmé, évalué par ses pairs, c'est quelque chose qui oblige à se former et à être bon. Et c'est dans ce sens que j'ai souvent dit que les policiers qui avaient suivi des formations étaient parfois bien moins inducteurs, bien plus professionnels que des psychiatres qui font ça à l'instinct. Et qui se fie à et le regard sur la montre. Vous acquiescez, Martine de Maximi. Oui, c'est tout à fait exact. Je me rappelle, je reviens toujours sur les formations, on avait analysé une expertise qui avait été faite, et c'était important parce que, en fait, l'expert, pour celui-là, je suis désolée, n'avait pas du tout saisi ce qui s'était passé. Et on voyait dans le film, ça avait été filmé, on voyait l'enfant qui jouait tranquillement, répondant oui, oui, papa m'a touché. Mais alors, c'était vraiment cool, quoi. Il s'amusait, etc. Oui. Aucune émotion. Je veux dire, et alors, en général, c'est vrai que les enfants victimes, il y a quelque chose qui ressort tout de suite, même les adultes victimes. Il y a une émotion massive qui ressort quand ils en parlent. Cette émission approche de sa fin, et je voudrais terminer avec vous, Paul Bensoussan. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer, quelques idées pour améliorer l'audition de l'enfant techniquement de la part de vos confrères? Alors, je crois que c'est réellement prendre du champ, c'est-à-dire ne pas considérer que la parole de l'enfant constitue l'essentiel de ce sur quoi doit porter notre analyse. Et consacrer un chapitre ouvrir entier, l'obturateur en quelque sorte. Absolument. Consacrer un chapitre entier de notre rapport d'expertise, que j'intitule personnellement « Le dévoilement », et qui consiste à analyser également dans quel contexte a surgi la révélation, quelles questions ont été posées à l'enfant, par qui, etc. Eh bien, Paul Bensoussan, Martine de Maximi, merci. Je rappelle aux auditeurs le titre des ouvrages auxquels ils pourront se reporter. Paul Bensoussan, expertise en matière familiale quand l'expert s'assoit dans le fauteuil du juge. Les références seront sur notre site. Et puis un livre que vous avez écrit, Martine de Maximi, L'enfant sorcier africain entre ces deux juges, approche ethnopsychologique de la justice. Et maintenant, place à la chronique de Sébastien Miller. Bonjour Sébastien. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Première chambre civile de la Cour de cassation, arrêt du 25 juin 2009. Les faits étaient les suivants. Un éditeur de jeux vidéo avait créé un jeu multimédia qui reprenait notamment certaines œuvres musicales dont les droits étaient détenus par la SACEM. Ces musiques ne constituaient pas le cœur du jeu, mais elles contribuaient à créer l'ambiance qui s'en dégageait. Or, les créateurs du jeu n'avaient rien versé aux compositeurs des musiques qu'ils avaient empruntées. La SACEM, chargée de percevoir pour les auteurs, compositeurs et interprètes les rémunérations qui leur sont dues pour la reproduction de leur œuvre, avait donc décidé de saisir le juge judiciaire afin qu'il condamne la société éditrice du jeu vidéo à verser les sommes dues. D'appel en pourvoi, l'affaire était arrivée devant la première chambre civile de la Cour de cassation. Si, sur le principe,
la nécessité de rémunérer les compositeurs des musiques intégrées aux jeux vidéo ne faisait pas de doute. Toute la question était de savoir quel montant il convenait de leur verser. Car 2 systèmes étaient envisageables. Soit un paiement forfaitaire, soit un paiement par redevance. Le premier aurait permis à l'éditeur de rémunérer une fois pour toutes les compositeurs des musiques, le second aurait fait dépendre les sommes versées du nombre d'exemplaires du jeu distribué dans le commerce. À l'évidence, le premier système de paiement était pour l'éditeur le moins onéreux et c'était celui qui avait sa préférence. Mais l'élément déterminant pour choisir le type de rémunération à verser était la nature juridique du jeu vidéo. Cette question doit nous amener à distinguer l'œuvre collective de l'œuvre complexe. L'œuvre collective, c'est l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue, sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. L'exemple type en est une encyclopédie ou un dictionnaire. Une seule et même personne l'édite et en possède les droits, et chaque élément créé par les autres auteurs ne prend sens que dans l'œuvre collective. Faute de pouvoir attribuer un droit à chaque auteur sur les éléments qu'il a créés, sa rémunération est généralement versée de manière forfaitaire, une fois pour toutes, indépendamment du nombre d'exemplaires de l'œuvre écoulée. Tout autre est le régime juridique de l'œuvre complexe ou composite. L'œuvre composite, c'est celle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Cette incorporation laisse subsister l'œuvre dans son individualité et permet sa pleine identification. Son auteur conserve donc tous ses droits sur sa création et il doit être rémunéré sur la base des redevances pour reproduction de son œuvre. Il est donc payé en fonction du nombre d'exemplaires écoulés. Dans notre affaire, la société éditrice du jeu faisait bien évidemment valoir qu'un jeu vidéo devait être conçu comme une œuvre collective, chaque élément du jeu ne prenant sens que grâce à la création logicielle que constitue le programme informatique réunissant tous ces éléments. Mais le juge n'a pas validé cette interprétation. Il a au contraire fait valoir qu'un jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l'importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature. Bref, la Cour de cassation rappelle que le jeu vidéo est une œuvre multimédia, dans laquelle peuvent être distingués les éléments graphisme ou musique qui relèvent de régimes juridiques propres. Et elle condamne la société à verser aux compositeurs des musiques qu'elle a reproduites les droits de reproduction qui leur reviennent. Où l'on voit, une nouvelle fois dans cette affaire, que le métier du juge consiste, pour une bonne part, à concevoir chaque élément qu'on lui soumet dans une perspective juridique, et à mettre en droit ce que le réel lui présente, quelle que soit sa forme, comme le montre l'exemple du jeu vidéo. En fait, le juge passe les éléments du litige à l'analyse juridique, un peu comme on passe un objet au rayon X, pour voir se dessiner, sous leur complexité apparente, leur véritable squelette juridique. Merci Sébastien. Cette émission a été préparée par Harold Épineuse et Antonin Rabec avec l'aide de Sarah Albertin. À la réalisation ce matin, Daniel Finot et à la technique, Vincent René. Assistante de production, Marie-Claire Matout. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 4 semaines sur le site de France Culture à la page du Bien commun et le podcaster pendant 1 semaine. La semaine prochaine, le Bien commun reviendra, actualité oblige, sur la prescription et le droit à l'oubli.